Je suis très heureux de mener cette discussion avec Joyce Orman et Philippe Vassé. Je voudrais peut-être commencer par un mot de présentation de leurs deux œuvres qui ont comme point commun de commencer en 2005, tous les deux. Pour Joyce Orman avec Boys, 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 suivi en 2007 du bruit. Et c'est une œuvre qui s'attache, je dirais, pour l'essentiel, à défricher, à déplacer les perspectives en ouvrant sur des lieux ou des espaces ou des enjeux qui sont souvent refoulés, mis de côté, avec une attention très vive, notamment aux cultures populaires, un goût pour le rap. Et je trouve aussi deux romans qui me sont particulièrement chers, qui sont consacrés aux figures animales, comme une bête et La peau de l'ours, que je vous conseille très vivement, puisque notamment dans l'un d'eux, il y a une formule que je trouve particulièrement judicieuse, c'est la recherche d'une communauté à parts égales. Et il me semble que dans cette interrogation-là, Joyce Orman s'interroge sur les manières d'habiter avec les animaux, de cohabiter avec eux, mais ce n'est pas ce qui va nous occuper aujourd'hui, puisque le thème est celui de la ville, et on s'intéressera avec elle plus particulièrement à deux livres qu'elle a fait paraître chez Gallimard dans la collection L'Arbalète, intitulé L'Inhabitable pour le premier et Paris-Gare du Nord pour le second, sur lesquels on reviendra et on aura l'occasion d'approfondir. Philippe Vassé donc commence lui aussi son œuvre en 2005. C'est une œuvre qui a pris la ville à bras-le-corps dès le début de ses entreprises littéraires pour essayer de sillonner les espaces qui sont les espaces indécidables de la ville, les espaces cachés de la ville, avec toujours, je dirais, une envie ou une sollicitation de construire des communautés à l'intérieur de cette ville, des communautés alternatives, problématiques la plupart du temps, qui ne sont pas sans un désir de relier les êtres humains ensemble, voire de fonder une religion à l'intérieur de la conjuration. Parmi les livres que je peux vous conseiller de Philippe Vassé, celui sur lequel on va s'attacher plus particulièrement aujourd'hui, c'est Un livre blanc, publié en 2007, mais il faut aussi jeter un œil très attentif à La conjuration, publié il y a quelques années, et au tout dernier, La légende, publié en 2016, qui est, je dirais, dans le prolongement de la résidence à la Villa Médicis qu'il avait eu l'occasion d'obtenir, et qui est une investigation sur ce que seraient des hagiographies contemporaines, hein, notamment avec des figures de graffeurs, comment raconter sur le mode de la géographie, sur le mode de ces vies de saints, des figures réelles, attestées, existantes, pour les donner à lire avec, je dirais, une langue qui en redonne la dignité. Alors, pour présenter très rapidement les trois livres, donc Un livre blanc et puis L'Inhabitable Paris-Gare du Nord, je voudrais simplement souligner que ce qui vous intéresse dans la ville, c'est pas du tout les mythologies du chez-soi, du home sweet home, mais plutôt de vous interroger sur les failles de ces mythologies, sur une manière de renverser ces représentations rassurantes en investissant sur le terrain les interstices des portraits convenus de la ville. Or, c'est le cas, Philippe Vassé, dans Un livre blanc, puisque vous vous attachez, vous voyez, vous vous attachez à explorer les zones blanches de la région parisienne à partir de cartes IGN qui consignent des espaces non explorés ou en tout cas non cartographiés, non représentés. Et tu le fais de manière très systématique, hein, avec un protocole sur lequel on aura l'occasion de revenir. Joyce Orman, dans les deux livres que vous proposez, L'Inhabitable et Paris-Gare du Nord, dans L'Inhabitable, vous vous attachez à investir 6 immeubles insalubres, qualifiés d'insalubres, en interrogeant ce que recouvre cette qualification, en interrogeant les habitants et en y revenant, c'est sans doute là aussi un des enjeux particulièrement saisissants, en y revenant 5 ans plus tard, en se demandant ce que les politiques publiques de réaménagement ont pu donner dans les façons d'habiter ces espaces. Avec Paris-Gare du Nord, c'est une exploration sur le terrain qui ne s'inscrit pas du tout sur le temps long, donc c'est 5 années, mais bien plutôt sur un temps très resserré, puisque c'est une immersion dans l'envers de la gare du Nord, mais sur une semaine, avec un temps qui est un tempo, pour ainsi dire, du temps réel. On aura l'occasion d'y revenir. Alors la première question que je souhaiterais vous poser à tous les deux, c'est une question de pratique, enfin une question de méthode. Les
3 livres que je viens d'évoquer très brièvement ne sont pas des fictions, mais puisent un souci de notation, d'attestation, de factualité, mais ils engagent aussi un corps, une posture. C'est celle de l'écrivain, non pas dans le cabinet, mais sur le terrain, pour reprendre la formule de Dominique, qui explore, qui vérifie, qui va sur place. Alors on connaît bien sûr d'autres modèles de ces écrivains pérégrins, de ces écrivains qui ont mis au centre de leur pratique la marche, de Rousseau à Breton, mais il me semble qu'ici vous puisez sans doute à d'autres modèles, plutôt du côté des sciences sociales, du côté du documentaire, ou encore du côté du reportage, une façon de rapporter. Est-ce que vous pouvez revenir l'un et l'autre sur la méthode que vous avez constituée, ou le protocole que vous avez constitué pour mener ces différentes enquêtes? C'est moi. En fait, moi je suis toujours un peu gêné quand on me dit que j'ai une méthode, parce qu'en fait, objectivement, j'en ai pas vraiment. J'ai un vice qui est de traîner dans les endroits qui m'attirent, et ensuite je ressaisis ce vice de manière plus ou moins présentable, et la littérature permet ça en fait. Donc il y a quand même cette idée de... Enfin, ça a l'air très méthodique a posteriori, mais en fait, au départ, c'est essentiellement des heures perdues et de la fuite d'environnement de travail. Enfin, c'est plutôt... au départ, c'est très très peu raisonné. Et en fait, ce que je cherche, c'est une solution pour mettre de l'ordre dans ce vice-là, en fait. Et donc, dans le livre, il y a une solution très claire, c'est-à-dire que je prends une carte et je vais à tous les endroits qui ne sont pas cartographiés, qui sont laissés blancs par le cartographe. J'étais très soulagé, en fait, d'avoir trouvé ça, mais souvent, ça se présente de manière beaucoup plus brouillonne. Le livre sur la sainteté, ça s'est juste présenté parce que quand vous circulez dans une ville en Italie, à chaque coin de rue, en fait, chaque carrefour ou chaque rue est dédié à un saint particulier. Vous avez une petite statue, et le systématisme de ça et le fait qu'il y avait beaucoup de saints que je ne connaissais pas, voilà, on a entraîné, ça a entraîné une chose puis l'autre, etc. Donc je suis conscient que c'est une réponse très lâche. Mais ça veut dire que les cartes IGN que tu exposes à l'intérieur de ton livre n'ont pas été à l'impulsion du projet, mais ont été en quelque sorte une confirmation d'une dérive, d'une pratique de dérive que tu avais déjà auparavant? En fait, le livre commence comme ça, en fait. Je me suis beaucoup servi de cartes, mais pas forcément pour me repérer, mais plutôt pour essayer de voir mon environnement autrement. La chose belle avec les cartes, c'est que, comme elles ont un point de vue zénital, vous y voyez des choses que vous ne voyez pas forcément quand vous circulez dans la ville. Vous vous rendez compte que à tel endroit, il y a, si vous regardez sur la carte, il y a je ne sais pas quoi, un gazoduc, quelque chose que vous n'allez pas voir forcément. Donc au début, je me servais des cartes comme ça, et en fait, en m'en servant, je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits blancs, et j'ai commencé à y aller, etc. Mais c'était un moyen de systématiser et d'organiser ce que j'aurais fait de toute façon, en fait. Sauf que là, c'était beau parce que ça permettait de fantasmer sur la singularité de lieux qui étaient uniquement présentés sous une forme qui, moi, me paraissait fictive. Puisque vous regardez une carte, il y a un gros bout qui est découpé, en fait, sur lequel il n'y a rien. Vous savez très bien que dans l'espace, il n'y a pas de trou comme ça. L'espace n'est pas une boîte de chocolat dont on retire les pièces. Et donc, du coup, c'était un bon moyen
d'organiser ce temps perdu, en fait, d'aller voir dans ces endroits qui étaient un peu fantasmatiques, parce que c'était absolument impossible d'imaginer rationnellement ce qu'on pouvait escamoter comme ça, ce que le cartographe pouvait escamoter, en fait. Donc c'est un récit qui pousse, enfin c'est un protocole qui pousse à écrire avec les pieds, en fait. Je risque de faire une réponse déceptive aussi, mais je peux quand même expliciter. D'abord parce que les deux livres dont vous avez parlé sont des livres de commande. Sauf que j'ai publié en 2008, je crois, un recueil de nouvelles qui s'appelle Gros œuvres, qui traite de l'architecture, de la ville, de l'habitat, etc. Donc un intérêt pour la chose a été identifié. Et voilà, et donc d'abord un festival littéraire à Paris qui s'appelle Paris en toutes lettres m'a proposé donc cette résidence d'une semaine à la Gare du Nord. Et puis après, un éditeur m'a proposé d'écrire sur les logements insalubres dans un projet de collection qui finalement n'a pas vu le jour, qui s'appelait Paris du XXIe siècle, et qui consistait à arpenter les 20 arrondissements de Paris en formant à chaque fois un couple architecte-écrivain. Voilà, juste pour dire que ce sont des textes qui m'ont été commandés, et donc les cadres m'ont été fixés dès le départ. Après, vous disiez en préambule, vous parliez de fiction, de documentaire, de reportage. Moi, je ne me pose jamais cette question-là, en fait. Quand j'écris, je n'aborde pas différemment un roman, voire une fable, comme peut être La peau de l'ours, et ce qui peut ressembler à un documentaire littéraire dans des logements insalubres à Paris. Dans l'écriture, dans la façon d'aborder, je ne fais pas de différence, parce que, comme la grande majorité des auteurs, j'ai une approche documentaire assez fournie, peut-être plus fournie que chez d'autres, parce que c'est un moment que j'aime, et que c'est là où se trouve mon érotique littéraire, je dirais. L'impulsion d'écrire, c'est dans la recherche documentaire. Donc elle peut se faire sur le terrain, au sens propre, elle peut aussi se faire par une enquête à partir d'interviews, de recherche en bibliothèque, par exemple, pour La peau de l'ours. Voilà. Donc il y a, pour moi, la littérature documentaire, elle se trouve au centre de tous mes travaux, quels qu'ils soient. Et surtout, je ne détache pas du tout cette part documentaire, et c'est aussi ce qui est très fort dans le livre blanc de Philippe, de la fiction. Ce qui est génial, entre autres, dans un livre blanc, c'est de voir comment cette espèce d'arpentage minutieux provoque sans cesse des mini-bombes fictionnelles. C'est ce que tu racontes aussi dans le livre. C'est comment la fiction vient se loger sur des espaces blancs, précisément sur des espaces vierges. Donc la fiction, elle est là tout le temps pour moi dans un livre blanc. Et j'essaye aussi, enfin c'est pas que j'essaye, j'injecte également des minuscules embardés fictionnels dans ce qui semble être uniquement du documentaire littéraire, au sens où, par exemple, je vais tordre un petit peu une scène. Alors à un moment, pour être précise, dans Gare du Nord, je suis deux flics sur les quais du métro, et il y en a un, par exemple, que je baptise tout de suite Yeux liquides. Bon, c'est déjà de la fiction dans le documentaire. C'était un flic du commissariat de la Gare du Nord, et il devient un personnage de fiction qui s'appelle Yeux liquides. Donc la fiction, elle est là tout le temps. Et je raconte une femme qui fait une overdose sur le quai. Alors, cette scène a vraiment lieu, mais évidemment que par la littérature, on décide d'accentuer, je sais pas, un trait du visage ou un personnage à côté qui regarde. Donc voilà, tout ça pour dire que on peut pas, je pense que ça n'a pas de sens de distinguer la méthode fictionnelle de la méthode documentaire. Et après, pour revenir précisément à la façon dont ça s'est passé, donc Gare du Nord, on me demande de rester une semaine dans la Gare du Nord. Moi, je dis oui à la condition de pouvoir rencontrer les gens qui y travaillent. Ça ne m'intéressait pas de faire de l'impressionnisme de chemin de fer, parler des trains qui partent dans la brume et des voyageurs, le front collé à la vie, tout ça, je ne voulais pas faire ça. Et
Donc j'ai dit, je veux travailler sur, évidemment, non pas l'envers du décor, parce que les gens sont là visibles, mais sur la façon dont cette grosse machine fonctionne. Et à partir du moment où j'ai pu donc accéder aux pompiers, aux flics, aux agents de sécurité, aux contrôleurs, etc., j'ai accédé. Et la contrainte était que je devais me connecter régulièrement, quasiment toutes les heures, et poster en temps réel des textes qui étaient envoyés à la Gaîté Lyrique, le musée des arts numériques à Paris, sur des écrans géants, donc les gens pouvaient lire en live ce que j'écrivais. Donc je tenais cette espèce de journal de bord, et il se trouve, donc jour par jour, heure par heure, minute par minute, et il se trouve qu'un éditeur de Gallimard a voulu en garder une trace, comme le catalogue, je ne sais pas, d'une performance, et a voulu qu'on édite le livre après. Mais ce n'était pas du tout un geste destiné à la publication. J'ai eu un petit peu d'hésitation, parce que par ailleurs, il ne voulait pas justement que je reprenne, que je réécrive. Donc c'est aussi de l'écriture spontanée. Donc ça, voilà comment ça s'est passé. Et pour l'inhabitable, en fait, j'ai suivi des travailleurs sociaux dans différents taudis à Paris qui devaient être détruits, et donc je suis les travailleurs sociaux qui devaient aller voir les familles avant qu'elles ne soient relogées, avant la destruction des immeubles. Voilà, donc j'avais une espèce de poisson pilote. La mairie de Paris avait désigné des îlots insalubres dans lesquels je devais aller. Et vous parliez tout à l'heure du fameux 5 ans après, parce qu'en fait le texte a d'abord été édité avec un texte d'un architecte et des photos aux éditions alternatives, et il a été réédité à l'Arbalète, et c'est là où moi j'ai pris la liberté de revenir sur les lieux 5 ans après, et donc où je sortais pour le coup du dispositif qu'on m'avait imposé à l'origine, et donc ça modifiait un peu le livre. Donc à la fois une contrainte productive et en même temps une manière de la subvertir ou de l'enrichir ou de la déplacer dans un second temps. Alors quand j'évoquais la question de la méthode, ce n'était pas seulement une méthode scientifique ou une méthode documentaire, je dirais que ce sont aussi des postures. Une des postures que, Philippe, il me semble que tu écartes, c'est la figure du flâneur dont il a été question hier avec Jean-Christophe Bailly, où tu soulignes que les lieux blancs que tu visites ne sont pas l'objet d'une flânerie, mais que tu vas droit au lieu, que tu, en quelque sorte, aiguillonnes ton trajet de manière un peu magnétique, et non pas sur le mode d'une déambulation sans objet, rêveuse, tel qu'on peut le voir dans la flânerie. Est-ce que c'est un mode de présentation qui te semble correspondre, ou est-ce qu'au contraire, tu penses que ça a été après coup que tu t'en es différencié dans la description de ton projet? Je vais m'en sortir autrement. C'est vrai que je ne suis pas très séduit par cette image du flâneur, je ne sais pas très bien pourquoi. En fait, ce que je sais, en revanche, c'est que mais c'est exactement ce que disait Joy, c'est-à-dire j'ai besoin d'aller beaucoup plus loin dans le territoire ou dans le contact avec le réel pour qu'il y ait de la fiction. En fait, je peux pas être dans cette espèce de demi-jour confortable de quelqu'un qui fait une balade après le déjeuner en fumant sa pipe. Ça m'intéresse pas. Il faut que la seule méthode que j'ai, en fait, c'est que j'écris des livres pour qu'il m'arrive quelque chose, en fait. Donc du coup, j'ai besoin d'un projet qui m'engage et qui va m'avaler, me subvertir et me recracher dans un autre état, en fait. J'ai besoin, et donc du coup, pour faire ça, il faut aller au plus près des choses, rentrer dans les endroits, il faut qu'il m'arrive quelque chose, en fait. S'il ne m'arrive pas quelque chose, il n'y a pas de livre. L'idée du livre, c'est juste un point de départ et
quelque chose qui va être agencé de telle façon que je pense que je peux m'y perdre, ou je pense que le projet peut m'avaler, ou faire de moi quelqu'un de différent. C'est ça que je cherche en fait. Donc du coup, je vais beaucoup trop loin et c'est pas du tout une réponse à votre question, mais du coup, oui, enfin, je ne sais pas comment dire. Pour moi, la figure du flâneur, même s'il y a des textes d'écrivains flâneurs qui ont pu me séduire, mais j'ai l'impression que la flânerie, c'est un hobby, en fait. C'est quelque chose de finalement assez inoffensif, qui va pas me changer moi, et donc qui ne va pas produire de texte, en fait. Ou alors un texte qu'on écrit chez soi, en fait. Et moi, j'ai une grande angoisse, je n'arrive pas du tout à faire un livre en chambre, en fait. Si un livre ne me met pas dehors, il n'y a pas de livre. Je ne peux pas être à mon bureau et inventer des personnages, par exemple. C'est juste pas possible, en fait. J'ai l'impression d'une imposture complète, en fait. Donc voilà, c'est très 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 confus. Je suis désolé. Non, ça n'est pas. Mais... Bon, parfait. Pas du tout. Joy, je ne reviendrai non pas sur le motif de la flânerie, mais sur le motif qui apparaît en 4e de couverture de Paris Gare du Nord de la dérive. C'est-à-dire que ce qui me semble étonnant ou singulier à l'intérieur de vos deux livres, c'est que ce sont des espaces qui vous sont proposés par cette contrainte, et qu'en même temps, malgré cette proposition d'un espace situé, circonscrit, il ne s'agit pas de se laisser enfermer par cet espace, mais de proposer au contraire une écriture qui soit une écriture de la dérive, avec évidemment l'évocation du situationnisme qui se trouve en arrière-plan. Comment vous conciliez, je dirais, cette injonction, cette proposition d'espace, avec une façon de jouer avec cette proposition? Bon, alors, le mot dérive, même si je l'aime et que je le revendique, c'est l'éditeur qui l'a trouvé. Enfin, c'est lui qui a tenu à le mettre sur la 4e de couverture. Tout ça pour vous dire que, pour ne pas assumer le mot, mais pour vous dire que c'est l'éditeur, c'est le premier lecteur, donc c'est déjà le point de vue du lecteur pour moi. Et ce que vous venez de me dire, qui me flatte en même temps, mais c'est le point de vue du lecteur. C'est le lecteur voit ça comme une dérive. Moi, au moment où j'écris, effectivement, j'essaye de pas, comme vous le dites, de pas me laisser complètement contraindre. Je pense que la clé pour échapper à cette contrainte-là, qu'elle soit géographique ou institutionnelle, c'est le temps, c'est la durée, en fait. Et de toute façon, c'est l'expérience de l'écriture. L'expérience de l'écriture, c'est une expérience de la durée. C'est une durée qui vient contre le temps habituel de nos vies, qui vient s'étirer au maximum, gonfler, prendre toute la place. Et à un moment, je le dis dans Paris Gare du Nord, je dis le nœud de ce livre, c'est pas l'espace, c'est le temps. Le plus important, c'est la durée. C'est parce que je suis restée que j'ai vu des choses. Et c'est justement parce que je suis restée immobile dans un lieu où tout bouge, où des trains partent, où des voyageurs passent, que j'ai pu voir ce que d'habitude on ne voit pas. Donc pour moi, s'il y a dérive, elle est liée à la durée. C'est-à-dire que passer une journée dans une salle d'attente, là où on ne reste normalement qu'une demi-heure maximum, change complètement la perception. Donc il fallait tordre les perceptions, et en particulier par cette possibilité de s'installer pendant un mois. Alors ça, je dirais que c'est les manières de tordre dans la façon de travailler, dans l'expérience de l'écriture. Après, il y a aussi des ruses psychologiques, parce que pour le coup, j'ai été confrontée à un certain nombre de métiers avec leur rigidité. C'est-à-dire que quand j'ai demandé à passer du temps au commissariat, il a fallu que je sois briefée par les flics qui m'ont passé des PowerPoint en m'expliquant tout le fonctionnement de la police française il y a 2 siècles. Et évidemment que là, il faut avoir l'air docile.
s'agit pas de se foutre de leur gueule, mais il faut arriver à, comment dire, à apparaître comme un être le plus inoffensif possible pour avoir de la marge de manœuvre. Mais j'imagine que les journalistes font la même chose, mais ce qui était marrant, c'est que les flics au début pensaient que j'étais journaliste, et quand je leur ai dit que je n'étais pas journaliste et écrivain, ils se méfiaient évidemment en pensant que j'étais journaliste. Et quand je leur ai dit que j'étais écrivain, ils étaient rassurés. Et je raconte cette anecdote souvent, mais en même temps, elle me paraît tellement significative. Ils étaient rassurés et ils se sont dit voilà, que je ne les trahirais pas d'une certaine façon. Et ça m'a semblé étonnant et mal vu, puisque un écrivain est beaucoup plus dangereux qu'un journaliste, dans le sens où il a toute l'attitude précisément pour inventer, puisqu'il est du côté de la fiction. Donc et je me suis dit à ce moment-là, finalement, écrivain, c'est... parfois ça peut un peu inquiéter, etc., impressionner, mais en fait souvent c'est une bonne couverture, ça permet de se faufiler un peu partout. Je me souviens quand j'avais passé des nuits à Rungis pour un roman qui s'appelle Comme une bête sur un boucher, le fait que je sois présentée comme écrivain, puis en plus j'avais la grande blouse blanche, je me fondais un peu dans le décor, mais me permettait de me faire oublier. On ne s'inquiète pas trop dans l'écrivain. Donc en fait c'est une espèce de posture symbolique pour les autres, hein, parce que ça dit aussi beaucoup de la façon dont on regarde les écrivains, qui permet justement d'avoir du champ, qui permet de sortir un peu des cadres. Et puis après, voilà, il y a quand même précisément cette absolue liberté de la fiction qui vient toujours faire péter les coutures. Et quand je suivais les travailleurs sociaux dans les logements insalubres, là aussi j'essayais de me faire le plus discrète possible. J'avais la liberté, à partir du moment où j'ai la liberté d'être là, j'ai la liberté de regarder et d'entendre tout ce que je veux. C'est le travail, c'est le travail des écrivains, c'est de se poser dans un espace et de ramasser le maximum de perceptions possibles et puis de les métaboliser après dans la littérature. Mais donc il s'agit juste d'être attentif, loyal à la situation, précis. Je crois que c'est assez facile finalement. Finalement, ça rejoint aussi la question du flâneur baudelairien, de celui qui se fond dans la foule, de celui qui peut endosser d'autres identités précisément parce que lui n'en a presque pas. Je rebondis. Non, en fait, moi je suis pas d'accord avec ça, parce que justement le flâneur c'est celui qui touche jamais. C'est celui qui regarde tout à distance, qui parle pas forcément aux gens, qui rentre pas dans les lieux, etc. Et ce que décrit Joyce, c'est l'inverse en fait. C'est justement de se confronter à des espaces particuliers, donc à leurs contraintes particulières, aux gens qui les gardent, aux gens qui y travaillent, etc. Ce qui est vraiment, je pense, le contraire du flâneur, parce que justement, chaque parole est indiciée par ses conditions d'exercice, son espace, ses méthodes, etc. Et justement, le fait de ne pas être flâneur, moi je pense que Joy n'est pas du tout flâneuse, justement, parce que parce qu'elle va voir vraiment, en fait, comment les gens travaillent, elle va les écouter, etc. Donc et du coup, dans ce qu'elle rapporte, il y a aussi toutes les conditions matérielles en fait d'apparition de cette parole, les institutions avec lesquelles il faut gérer, les gens avec qui il faut parler, les espaces clos, comment est-ce qu'on y rentre, etc. Et tout. Donc du coup, je pense qu'on est dans quelque chose de... Les circonstances d'interaction. Ouais, on est... Alors, pour revenir sur ce que disait John, il y a finalement la figure de l'écrivain comme personnage incognito, me semble-t-il, qui se dessine en filigrane, qu'on retrouve à l'intérieur d'un livre blanc avec d'autres motifs, d'autres figures, le mot en l'air, l'espion. Tu te reconnais aussi dans cette figure de l'écrivain incognito qui doit passer par une certaine invisibilité pour franchir les espaces qui sont habituellement interdits, pour passer de l'autre côté? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai
désir très fort, mais physique, d'invisibilité, en fait. C'est un état qui m'attire, qui me plaît. Donc, clairement, c'est un moteur du travail, mais par contre, le fait que ce que disait Joy, et qui est très vrai, que l'écrivain, c'est vraiment la libye universelle, en fait. Enfin, ça marche absolument partout. Moi, je suis par ailleurs journaliste et j'ai bien vu la différence de réception. Enfin, vraiment, c'est une clé universelle, c'est impressionnant. Mais ça, je m'en suis rendu compte après, en fait. Parce que c'est ce que disait Joy, en fait, c'est plutôt un regard qui est porté sur vous, le fait que vous ne soyez pas menaçant, que finalement, d'une certaine manière, c'est faire fond sur la perte de capital symbolique, en fait, des écrivains. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, les écrivains ont moins d'existence sociale qu'avant, mais à cause de ça, ils sont plus inoffensifs, en fait. Et donc, du coup, ça passe quasiment... Voilà, ça passe quasiment partout. Mais vraiment, moi, je suis sidéré, à chaque fois, ça marche vraiment partout. Ce motif, d'ailleurs, de l'invisibilité, il est central dans la conjuration. Cette façon de passer entre les lignes, entre les frontières, de devenir indistinct, même de perdre en partie son identité individuelle pour se fondre dans une plus grande multitude. Oui, je ne sais pas très bien d'où ça vient, mais clairement c'est un motif et un désir très fort. Je pense que c'est pour ça que j'écris sur la ville, parce que c'est l'endroit où on disparaît le plus facilement. Moi, ce qui m'a toujours plu dans les textes des situationnistes sur la dérive, c'est le fait que la ville soit à la fois extrêmement familière et que ce soit le seul endroit où quelque chose d'absolument hors norme puisse se passer et où on puisse aussi disparaître. On s'imagine mal disparaître dans un village. Voilà. Mais ces histoires d'invisibilité, c'est pas vraiment un... Je parle pas assez fort, c'est ça? Ouais, pardon. Y compris l'intervieweur, ça c'est vraiment très très sympa, mais je vais essayer. Une question. Bah oui, il faut descendre aussi au niveau du public, ce serait bien, que ça leur fait forcer la voix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est assis, on ne peut plus faire grincer les chaises. Mais oui, mais ces histoires d'invisibilité, en fait, je sais pas très bien d'où ça vient, je sais juste que c'est un désir très fort et que c'est en partie pour ça que j'écris, ça c'est sûr. Mais que c'est le lieu où ça peut se passer. Maintenant, pourquoi, comment, si j'avais des réponses, j'écrirais plus vite, je pense. Alors, on évoque donc cette question d'apparence, d'apparition. On l'avait évoqué hier dans l'entretien avec Jean-Christophe Bailly autour de la théâtralité de la ville et comment la ville se transforme en façade, se donne à voir à travers les façades. Il me semble que vos trois livres s'attachent au contraire à aller derrière les façades, à aller chercher, pour reprendre la formule que vous employez dans Paris Gare du Nord, aller chercher l'envers du décor. Précisément peut-être parce qu'il s'agit d'aller derrière les apparitions, derrière ce qu'on nous donne à voir habituellement, pour essayer de traquer ce qui est dissimulé derrière les palissades ou derrière les caméras de surveillance. Alors c'est d'ailleurs très marquant dans Paris Gare du Nord, vous utilisez la formule l'envers du décor et vous sollicitez aussi une autre phrase, « Si on me cache quelque chose, je vais bientôt le découvrir », en soulignant ainsi que cette ville ou cet espace qu'est la gare, c'est un espace qui suscite du désir par ce qu'on nous occulte. Il me semble que cette question-là est aussi centrale dans un livre blanc. Aller derrière les apparences pour traquer une ville parallèle, c'est une formule que vous employez, ou dans une autre formule, pour dire cet envers du décor, Paris se retournait comme un gant. Il me semble que dans ces formules, de l'une et de l'autre, il y a quelque chose comme non seulement un désir de comprendre le fonctionnement concret des travailleurs qui sont à la Gare du Nord, mais aussi que se cacher, se dissimuler est un embrayeur de fiction, un désir d'aller y voir,
d'aller en quelque sorte creuser les espaces inaperçus. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que suscite ce cachet, ce que suscitent ces espaces qu'on ne nous donne pas à voir habituellement? Il y a beaucoup de choses dans votre question, mais quand on écrit sur son environnement, donc sur un environnement urbain aujourd'hui, c'est difficile d'ignorer le fait que la ville est de plus en plus mise en scène et sur des espaces de plus en plus grands, en fait. Si on lit le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, donc, qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle, ce qui frappe, c'est l'incroyable désordre en fait, qui règne à Paris, le fait qu'on se cogne dans des choses imprévues presque à chaque coin de rue, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, puisque la ville est très réglée, que voilà, tout est pensé en termes de couloirs, nos téléphones eux-mêmes sont des espèces de guides qui vont faire qu'on va savoir exactement où il faut passer, etc. Donc cette mise en scène de plus en plus vaste de la ville rend à la fois sa théâtralité de plus en plus déceptive et rend aussi de plus en plus aigu le désir de voir ce qu'il y a en fait derrière cette mise en scène de plus en plus luxueuse, de plus en plus sophistiquée en fait, ce qui suscite d'ailleurs des vraies incompréhensions avec les urbanistes. Par exemple, moi parce que j'écris sur la ville en règle générale, les urbanistes aiment bien mes bouquins, mais moi je considère quand même que j'écris contre l'urbanisme en fait, que mes livres sont là parce que je suis pas bien dans la ville que me proposent les urbanistes. Et donc du coup j'ai toujours refusé par exemple que mes livres soient utilisés dans des présentations d'urbanistes ou parce que pour moi mon discours est exactement inverse en fait à leur travail. De fait fondamentalement je ne comprends pas leur travail. Ça suscite une vraie incompréhension de ma part. J'arrive peut-être sur ce rapport au cachet, ce rapport à ce qu'on nous dissimule, qui me semble rejoindre la tension que vous montriez tout à l'heure entre le documentaire et la fiction. C'est-à-dire que ce cachet, c'est ce qui produit un embryon de fiction, un désir de fictionnalité, un souci de dévoilement. C'est mieux là comme ça? On va enfin savoir ce qu'on disait. Là, vous commencez à dire des trucs intéressants. Par exemple, sur le logement insalubre, sur les taudis parisiens, on est dans une espèce de dialectique visible-invisible. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'est... Alors, évidemment, je ne découvre pas les taudis à Paris. Il y a une histoire de l'insalubrité, il y a une histoire des taudis qui est propre à Paris et qui est propre à chaque ville, à chaque grande ville. La ville est un organisme vivant, une espèce de biotope de mort et de renaissance permanente, de construction-destruction. Et finalement, tous les bâtiments sont voués à devenir insalubres d'une certaine façon. Les bâtiments ont une durée de vie, hein, comme tous les organismes vivants d'une certaine façon. Donc les immeubles meurent aussi. Et ça ne nous est pas caché. Il suffit de se marcher dans la ville pour voir les façades décrépies. Alors c'est vrai que moi j'ai voulu donc aller derrière la façade pour finalement pas tant à la découverte de quelque chose qu'on nous cacherait, mais plutôt à la découverte de ceux qui y habitent, c'est-à-dire de ce que ça signifie de vivre dans ces lieux-là, de la manière la plus simple qui soit. Ces corps-là, plongés dans ces espaces-là, qu'est-ce que ça donne? C'était ça qui m'intéressait, parce que c'est une partie finalement très importante de la population parisienne, où
où on trouve à la fois des gens sans papier, mais aussi des gens qui sont salariés, des trafics divers, enfin il y a une espèce de vie parallèle, à la fois une vie parallèle parce que souvent clandestine et effectivement souvent un peu dissimulée, et en même temps ce sont des gens aussi qui pour beaucoup travaillent, sont insérés, circulent dans la ville, sont des habitants comme les autres, et donc on est dans une espèce d'ambivalence comme ça, intégré, désintégré, visible, invisible, etc. Et ce que, pour moi, ce que permet la fiction, puisque vous revenez effectivement à cette tension passionnante entre le documentaire et la fiction, ce que permettait la fiction aussi, c'était de donner à voir la complexité des vies, des psychés de ces gens qui habitent là. Puisque pour moi, la grande leçon du livre, alors c'est pas la grande leçon que j'enseigne au lecteur, c'est la grande leçon que je me suis faite à moi-même et que j'ai apprise en faisant ce livre, en faisant ce terrain, c'est que beaucoup de ceux qui habitent donc dans ces taudis, avec le plafond qui leur tombe sur la tête, les rats qui leur passent entre les jambes, les cafards, le froid, l'humidité, le saturnisme des enfants, etc., beaucoup de ces gens ne veulent pas être relogés, ne veulent pas quitter ces lieux où ils ont créé des communautés d'entraide, des collectivités depuis des années, et refusent le relogement. Et c'est cette espèce de torsion à la fois psychologique et philosophique passionnante que pour moi révèle le livre. Je vous dis, j'ai aucun mérite, il a juste fallu que j'interviewe les gens qui m'expliquent dans quel état d'esprit ils étaient. Donc et puis là où intervient la fiction, c'est que j'en ai fait des personnages, pas seulement parce qu'il fallait les rendre anonymes, mais parce que j'ai tâché aussi de leur donner une épaisseur un peu plus importante que le seul moment furtif où j'ai pu les croiser entre deux portes et attraper des bribes de phrases. J'ai essayé de reconstituer tout ça pour donner à voir cette espèce de trame psychologique très compliquée qui est aussi une trame politique, parce que c'est la conclusion du livre, c'est-à-dire qu'avec toutes les bonnes intentions politiques du monde, bonnes intentions, on pourrait discuter, l'enfer n'est pas de bonnes intentions, mais voilà, la mairie de Paris voulait donc reloger ses habitants dans des logements décents, c'était ça l'intention politique affichée, humaniste, qu'on semble devoir le soutenir, et là on va contre la vie des gens, en fait, contre leurs désirs profonds, et la littérature, elle est là, évidemment, non pas pour éclaircir le monde, mais pour l'obscurcir un peu plus, et cette torsion-là, pour moi, c'était ça le cachet de l'histoire. C'est pas tant les gens qui vivent derrière les façades que cette espèce de torsion qui fait qu'ils ne veulent pas quitter ces conditions de vie terribles. Cette tension entre documentaire et fiction, on la retrouve aussi à l'intérieur d'un livre blanc, parce que le fait d'aller derrière les palissades, de chercher ces hommes vifs, te fait solliciter des souvenirs littéraires, ou te fait investir les lieux avec des souvenirs littéraires. C'est-à-dire qu'à la fois tu as un désir d'aller sur place, de concrétude, de faire l'expérience physiologique de ces espaces, mais tu les investis aussi avec une bibliothèque mentale, et les références littéraires sont très larges que tu sollicites dans le livre blanc. Ça va de Fantomas à Batman, et je veux citer juste un petit passage. Je me suis régulièrement surpris en train d'élaborer des fictions pour peupler les endroits que j'explorais. Comme l'auteur de romans policiers Germaine de Beaumont, je pense que le rôle essentiel de l'écrivain est de pourvoir d'hôtes les maisons abandonnées. Tu peux revenir sur cette tension avec la fiction? Maintenant, je peux de nouveau murmurer ces termes. En fait, moi, j'ai pas l'impression d'une tension avec la fiction, c'est-à-dire ce qui est clair, c'est que moi, je suis totalement Joy, c'est-à-dire le désir premier, c'est un désir de fiction, c'est pas un désir documentaire, c'est pas un désir de rendre compte de quelque chose, c'est
Dans un livre blanc, en fait, c'est vraiment un dispositif fictionnel, c'est-à-dire je prends une carte, il y a des endroits qui sont évidés, forcément, les endroits qui sont évidés et pas représentés, c'est qu'il s'y passe forcément quelque chose, et quelque chose de pas identifié, en fait. Et j'y vais pour ça. C'est-à-dire que j'ai d'abord la représentation, en fait, du lieu, et une représentation très particulière. Et c'est ça qui va être moteur de l'envie d'y aller, de m'y confronter, etc. Mais donc, j'y arrive justement avec toute cette bibliothèque mentale, parce que dans un lieu où il n'y a supposément rien, vous arrivez forcément en projetant plein de choses qui vont être soit inspirées parce que aller à un endroit évidé, en fait, c'est aussi tout un cheminement mental. C'est-à-dire qu'il faut déjà le trouver dans l'espace, parce qu'il n'y a pas vous ne le voyez pas dans l'espace, il n'y a pas quelque chose qui manque, quoi. Donc il faut arriver à placer cette espèce de tête qui est sur la carte, arriver à la replacer dans le réel et comprendre exactement ce qui est blanc, ce qui n'a pas de représentation. Donc déjà, il y a tout un travail d'élucidation. Donc du coup, le lieu, cet espace blanc se peuple petit à petit de tout ce que vous y avez projeté quand vous avez regardé la carte, puis ensuite de tout ce que vous voyez alentour, de tout ce que du coup vous construisez vous-même. Ah ben non, en fait c'est pas exactement là, c'est là. Pourquoi est-ce que c'est pas représenté? Parce qu'il y a toujours cette énigme quand même. C'est finalement un roman policier en fait. Pardon. Le moteur, c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce que le cartographe ignore, qu'est-ce qui s'oppose à la représentation dans cet endroit-là précisément. Donc il y a une énigme au départ que vous essayez de peupler. Mais encore une fois, pour moi, la fiction, elle se passe vraiment au plus près, en fait. En fait, pour aller au bout du truc, il y a vraiment de la fiction quand j'arrive à être un personnage de fiction pour moi-même. C'est-à-dire que quand une situation ou un lieu ou une rencontre va me déporter suffisamment loin pour que je fasse des choses que je n'aurais pas imaginé faire ou que j'ai pu lire et rêver de faire et que je me retrouve à faire en vrai. En fait, tout le but du livre, c'est de m'amener là. Mais évidemment, c'est toujours compliqué de construire quelque chose pour vous amener à un endroit que vous ne connaissez pas et à faire des choses que vous n'avez pas envisagées. Mais le but ultime, c'est quand même ça, et c'est pour ça aussi que sur beaucoup de ces lieux, je suis resté très longtemps en fait, parce que des fois c'est des lieux assez réceptifs. Donc du coup, j'y ai passé pas mal de temps pour voir ce qui se passait, et je reboucle sur quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui pour moi est central. Le livre de Joyce, c'est un des plus beaux livres du monde, c'est L'inhabitable. Et pour moi, écrire, c'est arriver à trouver des moyens d'habiter l'inhabitable, en fait. C'est-à-dire d'arriver à faire sien, ou à faire à ce qu'un lieu fasse peau pour vous, alors qu'a priori, rien ne lui prédispose. En fait. Et le moment où le texte existe vraiment, c'est quand c'est à ce moment-là, précisément. C'est-à-dire quand vous êtes allé suffisamment loin dans le réel pour qu'un lieu fasse une autre peau, en fait. Et à ce moment-là, vous êtes à la fois autre, donc un personnage de fiction, et là, il y a un livre. Donc en fait, si j'ai une méthode très cueilleur. La vraie méthode, c'est celle-là, en fait. C'est une transition parfaite pour la question suivante, parce qu'on a évoqué cette question de l'envers, du négatif ou d'une certaine déceptivité. Évidemment, quand on évoque ces questions concernant la ville, il y a une formule. Pardon. Il y a une formule qui nous vient, et c'est celle de l'anthropologue Marc Auger, qui évoque le moment de la surmodernité comme étant marqué par des non-lieux. On a eu l'occasion d'en parler hier avec Jean-Christophe Bany. Et l'anthropologue Marc Auger décrit les non-lieux de manière négative, en soulignant que selon lui, ce sont des espaces qui ne
permettent ni de composer une identité, ni des relations, ni une histoire. Les exemples que prend Marc Auger, ce sont les aires d'autoroute, les centres commerciaux ou les grands centres de transport. Pour ma part, on peut dire que vos travaux s'attachent à ce que Marc Auger pourrait décrire comme des non-lieux. Mais je pense que même si vous citez Marc Auger dans le livre blanc, vos textes travaillent contre cette notion de non-lieu, en essayant de montrer que précisément, dans ces espaces qui sont décrits comme sans histoire, sans relation, sans identité, il y a des stratégies concrètes, individuelles, pour fabriquer de l'habitat, des interactions, une histoire commune. Alors je prends deux exemples. Joyce Sormand, à l'intérieur de Paris-Gare du Nord, soulignait précisément que l'aménagement de la gare est fait pour qu'on n'y reste pas, pour qu'on ne l'occupe pas. Et donc votre projet, en étant en immersion durant une semaine, c'est de contrevenir à la manière dont a été précisément conçue la gare. Je vous cite rapidement. Il n'y a absolument rien pour s'asseoir, rien pour profiter, habiter. Les lieux ont été rénovés récemment et désormais dès qu'on rénove, on démonte les bancs, on plante des pics, on rase les bleus. Privation de l'espace public. Nous ne pouvons plus stationner confortablement dans la ville. Il faut circuler, évacuer, surtout pas se poser, pas s'installer. Et l'installation, si on parle d'installation contemporaine que constitue le livre, va précisément contre cette construction de l'espace de la gare. De votre côté, Philippe Basset, vous soulignez qu'il s'agit de créer cet espace pauvre, mais on peut trouver cela aussi à travers plusieurs formules. Lorsque vous écrivez que vous cherchez un paradoxal sentiment d'intimité et de confort dans ces espaces qui sont des espaces vacants, et que vous menez par des entreprises ludiques aussi d'aménagement de ces espaces. Alors, vous l'évoquez en soulignant que vous mettez des rideaux aux hublots, que vous posez de la moquette et du papier peint dans le passage souterrain, que vous placez un guéridon. Voilà, vous créez des espaces d'intimité dans des lieux qui sont rétifs à toutes ces pratiques ou toutes ces manières de limiter. Est-ce qu'on peut revenir sur votre réception de la notion de non-lieu, si vous l'entendez, et comment vous positionnez, comment vous investissez cette question d'habiter paradoxalement ces non-lieux? Sur le non-lieu, vous avez parfaitement exposé la thèse d'Auger et parfaitement exposé le fait que nous, on était plutôt, enfin, je ne vais pas parler pour Philippe, en contre dans notre gestuelle, enfin, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, vous l'avez très bien dit, évidemment, comme je ne comprends même pas ce que ça veut dire, en fait. Ça n'existe pas un non-lieu pour moi. Et c'est pas seulement parce que l'écriture viendrait rendre compte d'une aire d'autoroute ou d'un supermarché que tout d'un coup ça deviendrait un lieu. Ils n'ont pas besoin de nous, l'humanité n'a pas besoin de nous pour faire des lieux. Et même les lieux vidés de toute humanité sont des lieux, enfin bon, bref. Mais pour revenir sur l'exemple que vous donniez tout à l'heure de la privation de l'espace public. Bon, ça c'est la grande tendance à Paris, c'est la grande saloperie des urbanistes, pour rejoindre Philippe dans son combat contre les urbanistes. C'est effectivement, bon, alors c'est la guerre contre, alors je dis Paris, mais aussi dans d'autres villes, c'est la guerre contre les SDF qu'on connaît si bien, de faire en sorte que plus aucun SDF stationné. Et ça s'étend en réalité à la population tout entière. Et c'est vrai que bon, moi, dans Gare du Nord, je ne peux pas ne pas noter cette horreur. Enfin, c'est pas possible mais je me contente de la noter. De toute façon, il n'y a rien à dire, c'est tellement énorme qu'on ne va pas en faire des caisses. Mais ce qui m'amuse, c'est que je circule à ce moment-là avec la personne qui est chargée de sécuriser les abords de la gare, et je vois bien qu'elle ne voit pas où est le problème. Donc je pense que dans ces moments-là, il faut être évidemment le plus sec possible,
et dire les choses de la manière la plus ramassée possible pour que le scandale puisse un peu affleurer sur la page. Et puis un peu plus loin d'ailleurs, je ne sais plus si c'est elle qui dit ça, mais elle parle des bancs, je crois, sur lesquels viennent se s'allonger les SDF. Il doit y avoir un banc sur toute partie de la gare du Nord. Et elle me dit cette phrase géniale qui, je crois, clôt un chapitre. Elle me dit les bancs, c'est pour les vrais gens. Voilà. Donc la littérature peut faire aussi ça, de juste attraper des phrases et les déposer sur une page. Et donc, après ce détour, je reviens à cette histoire de privation de l'espace public qui s'étend. Ça a été à Paris particulièrement, je trouve, flagrant au moment du mouvement de Nuit debout, où donc il y a une occupation de la place de la République et les pouvoirs politiques ont considéré justement qu'on occupait illégalement l'espace public et qu'on privait tous les autres, tous ceux qui ne voulaient pas participer à Nuit debout, qu'on les privait de la jouissance de l'espace public. Et c'était hallucinant ce renversement, c'est-à-dire que tout est fait pour, comme vous le dites, nous soyons sans cesse en circulation dans la vie, et ça c'était même avant les attentats, donc c'est pas ce prétexte politique-là. On ne doit pas stagner, les citoyens ne doivent jamais stagner, et ça doit s'évacuer comme des espèces de mauvais fluides comme ça qui doivent justement s'évacuer du corps biologique de la ville. Et donc, ce mouvement de réappropriation de l'espace public sur ce lieu symbolique de la place de la République a été désigné par les pouvoirs comme une confiscation. C'est-à-dire que ceux qui confisquaient ont reproché à ceux qui voulaient se réapproprier à leur tour confisquer. Et on ne sait pas très bien à qui. Donc il y a une espèce de redéfinition complètement perverse et tordue, finalement, de l'espace public dans les villes. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a là un chantier pour les écrivains, alors pas au sens où il faudrait absolument dénoncer, hein, je ne pense pas que ce soit du tout notre tâche première, mais au sens où on peut, par la littérature, donner à voir ces espèces de torsions aberrantes, scandaleuses, violentes, etc., mais surtout ces non-sens, des non-sens urbains qui sont des non-sens métaphysiques quasiment, qui justement retournent les mots, retournent le langage, occupation de l'espace public, légitimité, illégitimité. Toute cette espèce de langue politique aussi qui consiste à nous empêcher de jouir de l'espace public, d'essayer de la tordre par la langue littéraire et de remettre les choses dans le bon sens, d'une certaine façon. Philippe, sur la référence à Marc Auger ou Henri Leclerc. Oui, c'est clairement un contre-modèle, en fait, pour dire qu'il existe des non-lieux où soit pas y être allé, soit manquer singulièrement d'imagination. En fait, moi, ce qui me gênait le plus, c'est que on a vraiment l'impression, et d'ailleurs dans son livre, tu vois, ça fait L'anthropologisation moderne. Voilà. C'est la manière dont il fonctionne est assez étonnante parce qu'en fait, beaucoup de ces lieux sont qualifiés de non-lieux parce qu'ils sont vus de loin, en fait. C'est vraiment la position de l'automobiliste qui voit en effet un parking et qui se dit mais qu'est-ce qui peut se passer là, ou de quelqu'un qui fait ses courses et qui brusquement réalise qu'il est dans un mall et dit qu'est-ce qui peut se passer ici, mais en fait il y a très peu de... C'est un livre dans lequel il y a très peu de durée, par exemple, et oui, clairement c'est un contre-modèle. Alors, sur toute la question de l'habitat, c'est un truc qui n'est pas réglé pour moi. Clairement, moi j'écris pour habiter, en fait, pour trouver un lieu, et la plupart du temps, les
lieux réels vont être des habitats pour moi pendant des périodes plus ou moins courtes, parce que c'est des lieux difficiles à habiter, et que finalement, le seul vrai lieu que j'habite, va être finalement le texte que je produis, en fait. C'est vraiment, les textes sont toujours produits dans cette perspective d'habitation. C'est pour ça que ce livre blanc, c'est un livre assez bizarre, parce que c'est un livre que j'ai écrit il y a 10 ans, qui est un livre tout petit, dont je parle encore 11 ans après, et en plus qui est un livre qui s'est chimiquement recomposé hors de moi. C'est-à-dire que quand je l'ai écrit, c'était vraiment une expérience d'habitation, c'est-à-dire que j'avais été dans tous ces lieux-là, j'y ai passé du temps, souvent beaucoup trop, et depuis, la plupart de ces lieux ont été remplis, réappropriés, donc la manière dont je l'ai écrit, c'est-à-dire presque comme un guide touristique, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation parfaite entre ce que je décris et ce qu'on peut effectivement découvrir dans l'espace. Cette adéquation-là, elle a plus court. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui différencie le livre d'un roman est infinitésimal, en fait. Aujourd'hui, je pense que les gens qui le lisent aujourd'hui le lisent comme un roman, en fait. Et ce qui me reste de tout ça, en fait, c'est justement l'expérience d'habitation, le fait de me dire que parce qu'il y a eu un livre et parce qu'il y a eu quelque chose, ces lieux, d'une certaine manière, sont toujours à moi. Enfin, il y a un truc bizarre, pas clair et probablement pas très glorieux sur ce mécanisme d'appropriation, il y a quelque chose de très primaire en fait sur le fait qu'un lieu soit désirable et que forcément j'ai envie de l'investir. Souvent les choses se passent comme ça, vraiment d'une manière très 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 premier degré. Je sais que un des espaces les plus inaccessibles en fait dans la ville aujourd'hui, c'est les hauteurs. Les hauteurs sont totalement privatisées, totalement inaccessibles en fait. Je pense qu'il y a quelques lieux touristiques, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc., où on peut monter au-dessus. Mais en fait, il y a toute une ville des hauteurs, des toits d'immeubles, des tours hertziennes, etc., qui nous est totalement, qu'on ne voit pas, où il se passe des choses dont on n'a pas idée, en fait. Et qui est totalement inaccessible. Pour essayer ça depuis un assez long moment, c'est très 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 difficile de circuler vraiment très haut, parce que c'est des lieux très privatisés, très protégés. Donc du coup, il faut trouver des trésors d'ingéniosité pour y arriver. Et là, pour une fois, passer par-dessus les palissades, ça ne marche pas. En fait, il faut être un tout petit peu plus créatif. J'ai nettement dérivé de votre question. La dérive, c'est très bien. Mais comme le temps passe, je pense qu'il est temps de laisser la parole au public pour poser des questions, pour prolonger le débat, même si moi j'en ai encore dans ma musette, mais les votes seront plus intéressants. Dans la mesure où un être se définit aussi par le lieu qu'il occupe, est-ce que refuser le lieu à un être, ce n'est pas refuser l'être aussi? Je vais essayer de ne pas être confus, mais en gros, je ne suis pas sûr que ce soit refuser l'être, mais en tous les cas, il y a quelque chose de transgenre
je choisis le mot à dessein, dans le fait de vouloir trouver son lieu. C'est-à-dire que le mécanisme de la société, le mécanisme de l'espace urbain, etc., c'est de vous assigner un lieu, en fait. De par votre profession, de par vos revenus, de par l'amplitude des trajets que vous allez faire, etc. Et même si l'assignation n'est pas si autoritaire que ça, elle peut l'être des fois terriblement, mais même si elle n'est pas aussi autoritaire que ça, l'idée de choisir son lieu, c'est aussi de dire que finalement, habiter, c'est pas vivre. C'est un peu plus que ça. C'est-à-dire que le logement, en fait, habiter, c'est pas loger, plus exactement. C'est-à-dire que le logement est quelque chose de fonctionnel, il a pu être pensé comme tel par des architectes, par Le Corbusier, etc., comme vraiment une fonction de l'humain. Et essayer de trouver son lieu, c'est comme essayer de trouver son partenaire sexuel, en fait. C'est-à-dire, mais Joy parlait d'érotique tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que exactement comme une relation amoureuse n'est pas quelque chose de confortable, l'idée de trouver un endroit dans l'espace où le rapport à l'étendue et à l'environnement soit plus problématique que celui d'une simple question de fonction et de confort, en fait. Et de trouver un lieu exactement comme quand vous trouvez un partenaire sexuel, c'est quelqu'un qui va vous changer, en fait, et vous catapulter ailleurs, en fait. Et trouver son lieu, c'est aussi être capable de trouver un endroit qui va vous changer, en fait. C'est pour ça que j'arrête pas de faire des métaphores érotiques avec la peau, etc. Et tout, parce que pour moi, il y a vraiment ça, en fait. Habiter, ça engage le corps et ça vous fait trébucher. Et possiblement jouir si vous y arrivez vraiment. Une autre question? Merci. Oui, c'est une question pour Philippe. En fait, en écoutant la discussion que Laurent a initiée sur la relation fiction-documentaire, je me dis qu'il y a une autre façon de prendre cette question. Vous avez dit tout à l'heure, ça m'a beaucoup frappé, que vous mettiez en œuvre un dispositif pour qu'il vous arrive quelque chose. Pour que quelque chose m'arrive. L'idée qu'il arrive quelque chose, c'est l'idée de l'aventure. C'est actif, il advient quelque chose. Il me semble que ça, c'est assez frappant parce que, d'une certaine façon, le propre d'une certaine littérature, qui est le récit d'aventure, a quand même un peu déserté les livres aujourd'hui, dans la mesure où cette forme de romanesque-là est prise en charge maintenant par le cinéma, par les jeux vidéo, par exemple, et que du coup, la littérature a été quand même un peu dépossédée de ce romanesque de l'aventure. Et je pense que votre travail, vos initiatives tendent à le réinstaller, mais d'une autre façon, dans la mesure où vous avez dit aussi, je rêve des situations de lieux, j'essaie d'aller les produire ou les adresses, que vous rêvez finalement un peu au personnage de ce romanesque de l'aventure, vous vous projetez, vous vous impliquez dans la situation, vous mettez en risque en fait pour qu'il arrive quelque chose, comme si l'aventure n'était plus la production d'un imaginaire en fait, mais un effort d'auto-réalisation, presque de mise en scène, oui, de mise en risque de l'écrivain lui-même. Est-ce que ce sont des choses que vous éprouvez comme ça? Est-ce que ça a du sens de le dire ainsi pour vous? Oui, même si vous me faites vous me faites trop crédit en fait, c'est-à-dire que je pense pas je pense pas essayer de, enfin, je pense pas que j'ai un vrai projet de réintroduction de cette littérature d'exploration, etc. C'est juste que mon désir est comme ça en fait, mais il n'y a pas forcément
projet littéraire derrière. Enfin, si, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté de faire revenir cette littérature d'aventure un peu désuète. Il se trouve que moi j'ai baigné dedans et que c'est un peu le milieu en fait. Donc forcément ça se réinjecte dans ce que je fais. Et le roman ensuite, après Livre Blanc, le roman, je sais plus, de Conjuration, c'est ça, qui déborde beaucoup plus du côté de la fiction, qui fictionnalise le processus, en reprenant d'ailleurs en plus cette topique des lieux à découvrir, des lieux secrets, souterrains, marginaux, abandonnés. Consiste à faire encore un pas de plus dans cette direction-là. Et si je le décris comme ça, c'est parce que votre travail vous semble emblématique d'un certain nombre d'initiatives d'autres écrivains aujourd'hui. Je pense à Patrick Deville, par exemple, qui va aussi sur les lieux, poursuivant les trajets de Saint-Marc-de-Brazza, de Yersin, enfin... Oui, avec une grosse différence, c'est que moi je sollicite des lieux qui me plaisent à moi. Il n'y a aucune dimension mémorielle dans mes bouquins. Je refais jamais les trajets qu'on fait d'autres, etc. C'est parce que ça ne m'intéresse pas du tout. En règle générale, je m'intéresse très très peu à l'histoire. À l'histoire des lieux, à ce que les lieux ont pu être avant. Je peux le deviner, je peux le conjecturer, mais en fait, pour moi, à ce moment-là, on est déjà dans la fiction, en fait. Je fais plus mes travaux documentaires avec les pieds que dans une bibliothèque. Sauf si... Mais non, parce que même s'il y a des choses assez énormes, je vais jamais les résoudre de manière définitive. C'est comme, la grande escroquerie du Livre Blanc, c'est quand même que tout le livre est construit sur cette anomalie cartographique, et à la fin du livre, on ne sait toujours pas pourquoi les cartographes n'ont rien mis à cet endroit-là. Alors il y a des conjectures, mais il n'y a pas un avis définitif. C'est des romans policiers.